We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. J'aime beaucoup vous référer à mes podcasts. Et justement, il y a un des podcasts qui s'appelle Whisky, qui fait référence à vraiment une bonne bouteille, très particulière, mais une bonne bouteille de l'île d'Islay en Écosse. Et l'histoire du whisky qui est incroyable, ce qui est vraiment incroyable. L'histoire du whisky qu'il faut la mettre sur peut-être 400 ans, si c'est pas plus. Et au départ, c'est l'Écosse, jusqu'en Amérique, et on passe aussi par le Japon. Quelle histoire incroyable, le whisky. C'est formidable. Mais le whisky américain, lui, il est né au Kentucky. Et tout a commencé en 1774 dans le village de Harrodsburg. Harrodsburg, c'est le nouveau nom, mais à l'époque, ça s'appelait Fort Harrod en 1774. Donc, les habitants de ce fief-là plantaient du maïs. Donc, il y avait des champs de maïs pour survivre, pour manger, tout simplement. Donc, ça lui prenait de la bouffe. Et les récoltes étaient si abondantes que il y avait énormément de surplus. Et là, ils ont décidé, ces habitants-là, de faire de l'alcool à partir de maïs, en utilisant des techniques qu'ils avaient apprises de leurs ancêtres européens. Donc, des anciennes recettes qui arrivaient, qui étaient gardées d'Europe. Donc, c'est à partir de là que cet alcool-là, fait à base de maïs, est né. C'est le whisky américain, à peu près 5-6 ans plus tard, c'est George Washington lui-même qui a demandé plus d'alcool. Il avait besoin d'alcool pour son armée, besoin d'alcool pour les soldats, parce que je crois que les soldats avaient une ration quotidienne d'alcool pour, en partie, les maintenir de bonne humeur, si je comprends bien. Et c'est là, justement, avec cette demande-là de Washington et cette grande demande-là pour l'alcool, mais c'est là qu'en 1783 est fondée la première distillerie commerciale de la ville de Louisville, Kentucky. C'est là que tout a commencé dans le Kentucky. Il y a un gouverneur qui encourageait les colons à aller s'installer dans les grandes campagnes là-bas pour justement cultiver le maïs. Et il y avait besoin justement il y avait besoin de plus d'alcool, il y avait besoin de plus de maïs. Donc, il donnait des terres aux familles, il donnait des terres aux gens, des grandes terres, 15 hectares, il les donnait pour que les gens allaient s'installer dans ce coin-là des États-Unis. Le whisky américain coulait à flot et, curieusement, en l'honneur des Français, parce que les Français ont joué un rôle important dans la guerre d'indépendance des États-Unis, le nom whisky, qui était relié au vieux pays, qui était relié, justement, c'est un nom très, très ancien, le nom whisky a changé pour Bourbon, parce que ils ont donné le nom à cet alcool-là, ils ont donné le nom de Bourbon pour le roi de France, en réalité. C'était un peu comme un clin d'œil au roi de France. Et le nom de famille, justement, des rois de France, la lignée familiale, c'était la lignée des Bourbons. Et c'est pour ça que ce nom-là a changé. Donc, il y a même eu une résolution au Congrès américain
qui a officialisé le bourbon comme produit distinctif des États-Unis. Le bourbon, il n'y a rien de plus américain que du bourbon. Mais qui dit bourbon, dit un alcool fabriqué à 51% et plus de maïs. C'est ça qui va le différencier d'autres whisky. Même si, en tant que tel, il est un whisky, mais bourbon veut dire whisky américain. Donc, un whisky, on va dire, régulier, c'est à base d'orge, de seigle, de blé. Mais quand on dit bourbon, comme je me répète, c'est 51, plus que la moitié. Il faut que ça soit avec du maïs. C'est le maïs qui est une plante américaine. Le maïs qui est, on va dire, qui est né au Mexique. Le maïs qui est riche en amidon était la base. Le maïs, c'est la base de l'alimentation des Premières Nations. Le maïs, avant que Colomb découvre l'Amérique, ben c'est les civilisations qui vivaient ici en Amérique utilisaient grandement le maïs. Et même dans certaines civilisations, ben le maïs était une divinité, tout simplement. Le maïs était même un dieu, parce que c'était un aliment tout à fait extraordinaire pour ces Premières Nations-là. Et qui dit justement Kentucky, dit maïs, dit bourbon, et on pense tout de suite, Kentucky, bourbon, maïs. On pense à Maker's Mark. Maker's Mark, la célèbre bouteille au goulot remplie de cire rouge. Maker's Mark, c'est une histoire vraiment intéressante. En réalité, c'est une partie de l'histoire du Kentucky. Une distillerie qui était en fonction dans les années 1800, ou à peu près. Une distillerie comme les autres, qui fabrique du bourbon. Mais dans ce temps-là, le style était... Le bourbon, dans cette époque-là, le style était vraiment orienté vers des saveurs très brutes. Le bourbon, c'était un alcool fort. Tu sais, comme l'expression, on veut une bouteille de fort. Hein? L'expression, mais c'était réel. Du bourbon, c'était très fort. C'était très puissant. Et dans tout le sens du terme, là, alcool fort. Arrive dans les années 40, un des héritiers, justement, de cette lignée-là, de cette distillerie-là. Le gars s'appelle Bill Samuel. Bill et sa femme Margie. Un couple d'amoureux qui décident, eux autres, de vouloir changer quelque chose. Ils ont voulu mettre un trait sur le passé et de moderniser, justement, le bourbon, qui était un alcool, voilà, très, très brut, si on peut dire. Très, 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 très fort. Ils ont même décidé de brûler l'ancienne recette familiale, une recette qui datait de plus de 170 ans quand même. Et, comme je vous dis, ils ont voulu raffiner ce couple-là, Bill et Margie, des gens du Kentucky. Ils ont voulu raffiner le produit. Le but, c'était de mettre sur le marché un alcool fancy. Un alcool... c'est Bill qui le dit lui-même. Il dit, je veux avoir un bourbon qui va pas me faire exploser les oreilles. J'ai trouvé ça drôle comme citation. Je ne veux pas avoir un bourbon qui me fait exploser les oreilles. J'ai trouvé ça incroyable comme expression. Et très ingénieux, justement. Ben, très patient aussi. Puis, il y avait une vision claire du goût qu'il recherchait. Le fameux goût, on pourrait dire le nouveau bourbon. Le bourbon moderne. Et lui et sa femme, ben, ils ont justement réinventé ça. Ils ont réinventé le whisky américain. Donc, ils étaient à la recherche vraiment de la douceur. Ils voulaient garder, oui, les arômes qui étaient particuliers au bourbon, mais le défi était quand même assez grand, là. Donc, un jour,
après plusieurs recettes, hein, ça s'est fait sur plusieurs mois, et même peut-être des années. Un jour, le seigle a été enlevé de la recette et a été remplacé par un blé. Par un blé d'hiver, parce que le fameux Bourbon, il y a un pourcentage de maïs, mais aussi il y a un pourcentage faible de d'autres céréales. En majorité, c'est du maïs, mais il y a un petit pourcentage de d'autres céréales. Et justement, l'autre céréale, c'est un blé. Mais un blé tendre, un blé d'hiver, comme il appelle, le fameux blé rouge. Un blé très, très tendre qui donnait une richesse puis un velouté au Bourbon Maker's Mark. Puis en plus, le sol calcaire où est bâtie la distillerie, il y a une filtration, justement, ce sol-là, il y a une filtration de l'eau qui élimine le côté ferreux de l'eau. Et c'est ça qui donne, justement, au Maker's Mark. C'est comme une recette qui s'est bâtie, qui s'est raffinée, si on peut dire, puis une recette qui s'est bâtie un peu par hasard. C'est le même pour le dire. Donc, Maker's Mark est la seule distillerie qui possédait sa propre source et avec son bassin versant. Donc, ils contrôlaient leur eau, mais c'était une eau qui n'avait pas de présence de fer. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est la levure. Donc, il y avait une levure inédite, si on peut dire, et cette espèce de recette-là, cette nouvelle recette qui était vraiment une recette gagnante. C'est quand on dit levure, on dit champignons. Mais les champignons, microscopiques, mais ces champignons-là, c'est eux qui provoquent la fermentation. C'est essentiel quand on veut faire de l'alcool. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez Maker's Mark, la source de levure a plus de 150 ans. Quand on pense à ça, c'est complètement fou. Donc, ces levures-là qui sont protégées dans des barriques de cyprès. Le cyprès, un bois qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Un cyprès qui est un bois assez rare, qui est assez cher aussi. Et justement, les champignons, ils poussent là. Et c'est là autrement dit, c'est ces champignons-là particuliers, cette levure-là particulière qui ne change pas du tout le goût du liquide. Et c'est là aussi un des secrets de cet alcool-là. Après ça, le jus est vieilli dans des fûts de chêne blancs d'Amérique. Très américains, hein? Des fûts de chêne blancs d'Amérique qui ont été brûlés à l'intérieur. Mais ça, c'est des techniques, hein? C'est des techniques qui datent de 400 ans, comme je vous disais au début, des techniques de brûler l'intérieur du tonneau, justement. Mais ils font ça pour quoi, en réalité? Ils font ça pour... ils vont brûler les pores. Ça va ouvrir les pores du bois, puis ça va aider à caraméliser les sucres naturels du bois. C'est une technique très, très ancienne. Donc, ils vont brûler pendant à peu près 1 minute tout l'intérieur tout l'intérieur pour y mettre le liquide par la suite. Et ensuite, ils vont mettre le jus, ils vont mettre le liquide 3 ans, minimum 3 ans. Et là, ils vont entreposer le fameux Maker's Mark, là. Une autre particularité, justement, c'est que il n'y a pas de Maker's Mark 3 ans, 5 ans, 10 ans, comme on connaît dans plusieurs scotch ou plusieurs whisky. C'est que le liquide est mis en bouteille quand il est prêt, tout simplement. Donc, le maître de chai et ceux qui travaillent avec le maître de chai, eux autres, ils vont goûter, puis c'est eux qui vont décider quand ça s'en va en bouteille. Et c'est ça qui est particulier. C'est qu'ils ne vont pas dire, mettons, après 5 ans, on le met automatiquement en bouteille. Ce qu'ils font, c'est que dans votre bouteille de Maker's Mark, vous pouvez avoir du jus que 3 ans, mélangé avec du 5 ans, mélangé avec du 8 ans. Donc, quand le liquide est prêt, il s'en va en bouteille, tout simplement. Le temps n'a aucune importance. Du Maker's Mark, c'est intemporel. C'est vraiment la particularité.
Il dit, pour Bill et Margie, avoir le meilleur bourbon, ben pour eux, c'était une grande victoire. Parce qu'on est, au tournant des années 50, on arrive tranquillement pas vite aux alentours des années 60, 1950, 1960. Et eux autres, il y avait le meilleur produit. Dans leur tête, il y avait le meilleur produit. Quelque chose, un bourbon élégant, un bourbon facile à boire, un bourbon pour tout le monde, un bourbon pour les hommes, un bourbon pour les femmes. C'était ça leur idée de qualité, si on peut dire. Et même, c'est drôle parce que même mettre un produit comme ça, de cette classe-là, ça prenait aussi une mise en marché. Et la forme de la bouteille a été décidée par Marge. Elle voulu avoir une bouteille de ce style-là. Et en plus, l'idée de la cire, la marque de commerce de Maker's Mark, l'idée du goulot, je veux dire, avec la cire. C'est ça qui est particulier, vraiment, vraiment particulier. Donc, la bouteille qui est trempée dans la cire. Donc, elle, qui était la première femme au foyer, femme au foyer, entrepreneur, elle trempait à la main chaque bouteille dans de la cire fondue dans sa cuisine de maison. Une bouteille à la fois. Et c'est ça qui faisait aussi la différence. Chaque bouteille est unique. On ne peut pas tremper une bouteille et faire quelque chose de pareil. Donc, chaque goulot, toutes les traces de cire, la manière que la cire a fondu, bien, chaque bouteille est unique. Mais c'est ça qui a aidé aussi à la popularité de ce bourbon. Oui, par la qualité du jus, oui, par la beauté de la bouteille qui est particulière, mais aussi avec cette cire-là qui donnait un style complètement différent. Les étiquettes étaient fabriquées à la main. C'est fou. C'est fou ce qu'ils ont fait, Bill et Margie. C'est fou ce qu'ils ont fait pour... on pourrait dire que c'est de l'artisanat. C'est purement de l'artisanat, mais même encore aujourd'hui, c'est de l'artisanat à grande échelle. Il faut le voir comme ça. Ce qui démontre le plus de ce bourbon, bien justement, c'est le mot artisanat. Puis je vous en donne un exemple incroyable. C'est incroyable. Les fûts, quand ils sont remplis, ils pèsent aux alentours de 250 kilos. Et tous ces fûts-là qui sont entreposés, des grands entrepôts, ils vont entreposer ça. On est au Kentucky. Et les étés sont torrides, il fait très, très chaud. Eux autres, ils vont, pendant que le bourbon va prendre sa maturation, ils vont changer les tonneaux de place dans l'entrepôt. Il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits dans l'entrepôt que c'est plus chaud et des endroits dans l'entrepôt que c'est plus frais. Donc, ils ne veulent pas que les tonneaux du côté plus frais passent 3 ans, 4 ans, 5 ans du côté frais. Ils veulent mélanger la chaleur et la fraîche. Donc, les tonneaux sont changés de place. Imaginez tout le travail qu'il y a à faire pour avoir un produit uniforme. Tout le travail de changer les tonneaux de place, bien, ça prend des mains d'homme pour faire ça. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Mais c'est l'idée, justement, d'avoir le meilleur bourbon. Bien, cette idée-là existe encore. Donc, la conclusion, bien, c'est qu'on devient un fan de Maker's Mark après la première bouteille, tout simplement. Au nez, c'est boisé, mais il y a une petite odeur très légère de vanille. Au goût, on a un mix d'essence un peu fruitée et un peu de caramel, justement. Fruits et caramel au goût, puis une finale. Puis une finale qui est digne des créateurs, qui est digne de ceux qui ont pensé à raffiner le bourbon. La finale, c'est justement très léger,
très subtil. C'est ça qui en fait vraiment une bouteille extraordinaire. C'est l'histoire du Kentucky. C'est l'histoire du bourbon américain. Et moi, je pense que ça vaut la peine d'y goûter. À l'auberge ici, j'ai toujours une bouteille dans mon bar. C'est essentiel. 1, la bouteille est très jolie. Et 2, le produit est fantastique. L'aubergiste vous dit merci. Et je vous rappelle que mon podcast qui s'appelle Whisky sur une autre histoire, une histoire de l'île d'Islay, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Donc, je vous dis aussi merci de passage à l'auberge et à bientôt. We don't know. 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 We don't know.